Déjà, si on prend le mot deuil, souvent la première chose qui nous vient, c'est au sujet d'une personne décédée. Mais par contre, avec le pardon, peut-être que ce serait aussi la notion de deuil, d'espérance, d'attente, euh, le deuil de nos illusions aussi, peut-être. Alors, les psychologues, si vous leur posez la question du deuil, ils vont effectivement avoir tendance assez systématiquement à vous faire une présentation des différentes étapes de deuil. Je ne sais pas si vous les connaissez. Voilà, quand il y a quelqu'un qui est décédé, la première réflexe, c'est d'être surpris. Et si c'est quelqu'un que l'on connaît, avec qui on a un lien affectif, ensuite, il y a tout un panel d'émotions. Euh, une fois qu'il y a une compréhension de l'événement, il va y avoir de la colère, c'est-à-dire un refus de considérer cette situation, euh, percevant bien mais refusant ce qui est perçu, encore une fois. Hein. Il peut y avoir de l'énervement, de l'agressivité qui va avec, hein, le sentiment d'impuissance, d'être soumis à cette situation-là dont on ne peut rien. Et il y a ensuite, une fois que tout doucement est acceptée cette réalité, il y a de la tristesse, de la peine. On accepte de lâcher prise, là, vraiment, petit à petit. Donc, l'énergie de colère se décharge et elle peut souvent se décharger sous forme de tristesse. Le risque, c'est de passer du rejet, de considérer cette situation avec la colère, voire le déni, à un apitoiement, c'est-à-dire où on cultive le négatif. Ça, c'est quelque chose que l'on perçoit beaucoup en cabinet, des personnes qui ne s'autorisent pas à être heureux, justement, hein, parce que par rapport à ce qui a été pratiqué ce matin sur la pratique avec les émotions positives, qui ne s'y autorisent pas, ne trouvent pas cela légitime dans un contexte de deuil, ce qui ne facilite évidemment pas les choses. Ça bloque, hein, le processus. Et souvent, en fait, les personnes qui viennent consulter sont coincées à cet endroit-là, en fait, dans une tristesse perpétuelle qui peut faire tomber en dépression à force à force. Et voilà, et donc une fois que cette tristesse-là se décharge sans la cultiver, sans s'agripper à un malheur, alors vient un vécu de soulagement, vient aussi une capacité à se reconnecter à la mémoire de la personne qui est décédée, avec de plus en plus de gaieté, c'est-à-dire que naturellement les souvenirs difficiles, douloureux, euh, des temps partagés avec cette personne vont petit à petit se désagréger, ne laissant que le bon. Hein, c'est comme ça qu'on se retrouve des fois à entendre des personnes qui louent complètement quelqu'un qui est décédé, alors que de son vivant, il y avait beaucoup de critiques. En fait, c'est normal. Voilà, on est câblé comme ça, naturellement, psychiquement. Et bon, finalement, c'est plutôt sain de garder le bon, le meilleur, hein, et de laisser les choses négatives se désagréger. Quant au thème du pardon, bien évidemment, ces étapes-là, on va les retrouver vis-à-vis de personnes, vis-à-vis d'animaux, vis-à-vis de tout ce qu'il y a, de tout ce qui est investi sur le plan affectif et qui aurait disparu, qui ne serait plus là. Et évidemment, ultimement, toutes nos illusions sont très investies d'affect. D'ailleurs, sinon elles tomberaient toutes seules. Donc il y a un attachement en fait fort à nos illusions.
Alors, donc, pour continuer sur le pardon, on pourrait avoir affaire à des personnes qui ont commis des exactions. On pourrait avoir affaire à des personnes qui sont encore vivantes et dont le deuil ne concerne que la qualité de la relation. Comment procède-t-on pour pardonner? Déjà, une première chose, c'est que le pardon, ça n'est pas oublié, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Ça n'est pas oublié à aucun moment. Donc, pardonner, ça va être de revenir à son bon cœur, dans une clarté, une lucidité, donc ça perçoit bien, ça comprend bien, et ça comprend avec le cœur, plus qu'avec la tête. Comprendre avec le cœur, c'est d'accepter de rentrer dans un cœur à cœur avec l'autre, même s'il ne correspond pas à nos attentes, même s'il n'a pas posé les actes que nous attendions. Entrer dans un cœur à cœur avec l'autre, avec sa mémoire, s'il est disparu. Et ultimement, comme je le rappelle souvent, l'autre est le miroir de nous. C'est-à-dire que les difficultés que l'on pourrait avoir ou les exigences que l'on pourrait avoir avec l'autre sont en fait un reflet, ne sont qu'un écho de notre relation à nous-mêmes. Autrement dit, ce qu'il y a à pardonner est plutôt de soi à soi. Y compris si nous avions été victimes de quelque chose, d'une agression, etc. Il y a quelque part au fond de nous, souvent, un sentiment de responsabilité qui peut être tout à fait cultivé par l'entourage et la culture de notre société. Hein. Mais ici, d'arriver à totalement pardonner, pas au sens de mettre du crédit, au sens de la responsabilité, mais de relâcher un sentiment de culpabilité. On relâche ça. On accepte que soi-même nous nous soyons trouvés dans cette situation d'être agressés. On accepte que soi-même nous ayons été coincés dans des illusions, dans des attentes. Et cette acceptation nous permet, avec humilité, de repérer nos limites, là où nous en sommes vraiment, dans notre clarté, permet de repérer nos souffrances et toutes nos tendances pour fuir en fait cette souffrance. La première réaction quand on souffre, c'est qu'on demande de l'aide, ne percevant pas que dans bien des cas, nous pourrions, dans un changement d'attitude et de posture intérieure, même moins souffrir, hein, c'est-à-dire dans la grande majorité des cas, même pour les agressions, il va se passer quelque chose et on rajoute une couche. Ça ne suffisait pas. Imaginons quelqu'un qui a été agressé, battu, violé, que sais-je. Non seulement il y a la souffrance de cet événement-là, mais en plus, derrière, on se culpabilise. Et c'est très fin la culpabilité, ça peut être simplement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi je vis ça?
Juste, voyez, la tournure de la question supposerait que derrière, il y aurait un sens à ça. Difficile de faire avec le non-sens. Parfois, il y en a un. Hein, parfois, et on le voit dans certains cas, on a des attitudes agressives et ça va attirer évidemment des comportements agressifs, mais parfois il n'y en a pas. On s'est juste trouvé là au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'est comme ça. Donc, d'apprendre en fait le deuil et le pardon déjà envers soi-même, d'accepter de se voir tel que nous sommes, dans nos limitations, nos difficultés, dans nos souffrances. Plus on se voit, plus on accepte cette rencontre avec nous-mêmes, plus on comprend aussi nos tendances, plus c'est repéré, et finalement, moins on y prend part. C'est là que ça devient joyeux finalement, c'est que bon, finalement on se trouve un peu comme tout le monde, on repère que ce que l'on pouvait reprocher aux uns et aux autres, finalement on en est affublé, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est ok en fait, et c'est complètement ok. Non pas qu'on va continuer à le cultiver, mais quand c'est vu, comme il y a ce bon fond, naturellement il y a quelque chose de plus doux qui va commencer à se manifester. Et c'est sans doute cela que l'on pourrait nommer pardon. C'est cette douceur d'accepter comme nous sommes, d'accepter l'autre comme il est, avec les limitations dans lesquelles nous sommes, parce que nous en avons tous peur d'un certain nombre de choses. Prétendre l'inverse et prétendre que nous serions absolument parfaits dans les situations, ça supposerait, nous prétendrions que nous sommes en pleine présence ouverte. Vous voyez un peu l'énormité de la chose. Et donc, tant qu'il y a quelqu'un qui prétend quelque chose, c'est que évidemment ça n'est pas là. Donc juste de repérer voilà, que l'on fait ce que l'on peut avec notre orgueil, nos égos, nos peurs et nos illusions. Et face à quelqu'un qui est décédé, on retrouve un petit peu la même chose. C'est-à-dire que face à ces situations extrêmes, on porte en nous en fait cette illusion de pouvoir contrôler les événements. Et donc on pourrait avoir cette tendance, et c'est pas forcément quelque chose de formalisé consciemment, c'est vraiment quelque chose que l'on porte, on est comme pétri de ça. On pourrait avoir cette tendance de pouvoir supposer qu'on puisse faire quelque chose, ou qu'on aurait pu faire quelque chose, ou est-ce que les choses auraient pu se passer autrement? Voyez, juste ça, de finalement se prendre la tête dans tout un tas de scénarios possibles, de se refaire l'histoire. Waouh, mais c'est déjà passé. Donc, restons cool avec ça, même si c'est très douloureux. C'est comme ça. La partie est déjà jouée, elle est terminée, il n'y a pas besoin de la refaire. On peut la revisiter pour sentir à quel endroit peut-être nous avons été fermés, nous avons manqué d'ouverture, mais c'est important du coup de faire cela dans une perspective d'apprentissage et pas de culpabilisation. Il ne s'agit pas là de s'alourdir de quelque chose, mais au contraire de transformer une situation douloureuse en situation d'apprentissage. Et pour la grande majorité d'entre nous, on fait une confusion entre ces deux postures. Et donc, sous prétexte que c'est comme ça qu'il faut faire, on se remet en question à tout bout de champ. Mais en réalité, si on regarde bien, dans ces moments où on se remet en question, on est sans cesse en train de se blâmer, ou en train de blâmer l'autre, ou en train de blâmer la situation,
au lieu de repérer l'intelligence que cette situation a, quand bien même il y a beaucoup de souffrance. On est... c'est un processus qui est long, tout ça. Hein. Là encore une fois, hein, ça peut être un processus d'ouverture, de pleine présence, de désagrégation de nos illusions. Vous voyez, là on est sur une surface, on va dire, de la vie quotidienne, même si on peut interpeller des situations extrêmes, de mort, d'agression, etc. Mais en réalité, ça va bien plus profondément, puisque c'est tout le soubassement en fait de la composition de notre identité. Donc là, je vois un commentaire qui dit qu'on peut accepter, mais qu'on reste marqué. En réalité, une véritable acceptation à 100%, c'est long, ça peut être un processus très long, ça peut être le processus d'une vie, et quand on arrive à 100% d'acceptation, on arrive à 100% d'ouverture. Il n'y a plus de marque, il n'y a plus de blessure. Tout a été transformé. Tout s'est auto-transformé. Acceptant vraiment dans l'ouvert et dans la bonté ce qui a déjà été manifesté. Donc tant que c'est marqué, tant que ça souffre, tant que c'est choqué, tant qu'il y a des émotions perturbatrices, c'est que le processus reste en cours. Peut-être que le plus gros a été digéré, que le plus gros a été relâché, mais il reste encore. Donc c'est aussi là l'humilité de comprendre que même si on aimerait des fois que ça aille vite, en fait ça ne va pas vite. Et j'allais dire, c'est même tout l'inverse, plus on veut que ça aille vite, plus lentement ça va, parce que la patience fait partie des points de qualité de la pleine présence ouverte. La patience, l'humilité, et donc si on se montre impatient ou faussement dans l'humilité, bon ben ça va pas en fait. Il y a encore du boulot d'une certaine façon. Bon, c'est un boulot où on apprend à arrêter de travailler en fait. Hein. Est-ce qu'il y aurait d'autres témoignages, d'autres questions pour éclaircir un peu ce thème? Voyez que c'est ça qui est formidable dans cette voie contemplative de profonde réalisation, c'est qu'en fait tout sert sur le chemin, il n'y a absolument rien à rejeter, aucune souffrance à rejeter, tout nous enseigne, c'est vraiment fabuleux pour ça. Alors il y a un témoignage là, le pardon est un travail avec nous-mêmes, mais est-ce que ça n'irait pas plus vite si l'autre s'impliquait et nous aidait en demandant pardon? Eh bien, ce qui irait beaucoup plus vite, ce serait soi-même demander pardon à l'autre d'en vouloir et d'en lui demander tant. C'est un peu provocateur hein, là, ce que je viens de dire, hein, mais si l'autre ne demande pas pardon, c'est qu'il n'y est pas prêt. Et qu'est-ce qui ferait qu'on lui donnerait tant de pouvoir à ce mot-là, à cette posture-là, sur nous? L'autre n'a pas ce pouvoir-là, c'est nous qui lui donnons ce pouvoir de nous tranquilliser par le prisme de nos attentes et de nos illusions. En réalité, il n'a pas une baguette magique qui s'appellerait parole pardon pour transformer notre vécu intérieur profondément, j'entends. Peut-être que ça soulagerait sur le moment, mais en réalité,
Dans quelle posture je m'enferme jusqu'à ce que l'autre me demande pardon? Pourquoi je m'y enferme? Alors, il y a d'autres témoignages. J'essaye de répondre rapidement, ça donne des pistes évidemment. Hein. Comment faire quand on a des choses qu'on n'arrive pas à pardonner depuis 40 ans parce qu'elles ont eu des conséquences irréversibles, c'est-à-dire... Oh, décidément, il y a beaucoup de thèmes autour du suicide hein, ce matin. C'est long. Plus la situation a débouché sur une catastrophe, plus il y a une intensité d'émotion. C'est pas obligatoire, il peut y avoir aussi des toutes petites situations très cristallisées en termes d'émotion. Quand c'est le cas, généralement, c'est que ça vient d'une répétition. Une répétition d'émotions, mais là, évidemment, tout ce qui est de l'ordre de la mort, d'un côté irréversible. Mais ce côté irréversible, c'est laisse à dire, alors c'est pareil, là ça va être un côté un peu provoquant, laisse supposer que s'il n'y avait pas eu cette situation, cette personne serait restée vivante très longtemps, alors qu'en fait on n'en sait rien. Peut-être que si la personne n'avait pas mis fin à ses jours, elle serait de toute façon décédée le lendemain. Un accident de voiture, une maladie, on n'en sait rien. Peut-être que les choses ne pouvaient pas se passer autrement. Voyez, essayez de repérer ça, qu'il y a cette croyance que les choses auraient pu se manifester autrement. Si elles avaient pu se manifester autrement, elles se seraient manifestées autrement. Vraiment. Là, on oublie à quel point nos postures mentales et émotionnelles peuvent être déterminantes dans les choix que nous prenons dans nos vies. Ça n'est pas que interactif, matériel, financier, ça n'est pas que externe, c'est aussi à l'intérieur de soi. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé, il y a là une fragilité qui l'a conduite à ça, une posture intérieure qui a conduit cette personne malheureusement à mettre fin à ses jours. Et il y a une situation agressive, quelle qu'elle soit, ça peut être une personne, ça peut être une situation générale, mais qui sans doute n'a pas pu faire autrement non plus. Et ça ne se comprend que lorsque on vient revisiter à l'intérieur de soi. Alors on parle, et je nomme souvent le mot sagesse, mais il faut bien comprendre que autant on porte en nous des sagesses hein, qui ne nous appartiennent pas, autant tant qu'elles sont voilées, on manifeste des névroses. Et toutes les névroses peuvent être manifestées en nous. Toutes, y compris celle de tuer quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui peut être repéré à un moment donné dans une vie. Si les circonstances sont très défavorables, que nous sommes pris dans des relations très douloureuses, avec peu de support, que tous nos points sensibles sont touchés, on peut perdre des pédales, comme on dit, et passer à l'acte. Ça va très vite. Les journaux en sont pleins de situations qui relatées de cette façon. On est tous des meurtriers en puissance, en fait, dans notre ignorance, dans notre souffrance. Et ça, quand on le repère à l'intérieur de nous, ça peut être un chemin de compréhension qu'effectivement, dans ces états-là, il suffit de pas grand-chose pour passer à l'acte. Mais vraiment de pas grand-chose. Ça se joue à rien. Et on peut comprendre que l'autre puisse tomber dans ce rien.
Si on accepte complètement, voyez, de repérer en fait toutes nos névroses, si on accepte de les voir en face, de voir toutes nos failles, alors on comprend mieux les failles d'autrui, on comprend que toute la situation est un apprentissage. Et oui, des fois, l'apprentissage est douloureux, très très douloureux. Et en même temps, cet apprentissage-là n'est que la conséquence d'un certain nombre de points qui l'a précédé, et ça ne pouvait pas être autrement. Autrement dit, quand on est dans la rancune, dans la colère, on va avoir tendance à avoir une vision très étriquée de la situation. On attribue beaucoup de pouvoir à la situation, à l'autre ou à nous. Mais si on commence à ouvrir largement et profondément, si on commence à voir vraiment l'ensemble de la situation, le voisinage, l'environnement, commencer aussi à percevoir tout l'historique, tous les tenants et aboutissants. Et des fois, ça remonte sur plusieurs générations, nos tendances. Hein, c'est pas un truc qu'on choisit forcément, consciemment. Hein, on construit, on est dans une famille. La famille est déjà porteuse d'un certain nombre de choses. Il y a des apprentissages qui se transmettent de manière très éclairée et bienveillante. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas résolues, qui ne sont pas comprises. Et c'est notre héritage, ça aussi. Donc on ne part pas tous égaux, on a tous notre baluchon. Et les choses se tissent et se tressent dans une interdépendance très complexe. C'est pour cela que lorsque l'on pratique, il y a toujours ce rappel à la motivation, il y a dans les pratiques avancées le rappel des 4 notions fondamentales, avec notamment la notion d'impermanence et d'interdépendance, hein, la loi de causalité, le karma autrement dit. Hein. C'est un truc tout simple, on sème des graines à chaque instant. Il y a des pensées que l'on cultive, des attitudes que l'on cultive, mentales, émotionnelles, comportementales, qui ont l'air de rien, peut-être insignifiantes aujourd'hui, mais qui vont être déterminantes dans une situation critique. Ça se joue à pas grand-chose. Alors, encore un témoignage. Donc, alors, choisir de partir. Je suppose que on est toujours sur le thème du suicide. Il y a des dommages collatéraux sur toute la famille, oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui souffre et qui a choisi, soumis à cette souffrance. Hein. Donc c'est un acte de l'ego qui, pétri dans la souffrance, finit par se retourner contre lui-même en fait. Et les personnes qui sont suicidaires ou qui ont passé à l'acte mais sans que ça aboutisse, l'expriment très bien. En fait, la grande majorité des cas, ce sont des passages à l'acte pour cesser de souffrir, parce qu'il n'y a pas d'autre issue qui soit perçue à ce moment-là. Et il est vrai que, en tant que thérapeute, le point pour éviter le passage à l'acte, c'est de se rappeler la famille. Mais des fois, la souffrance est tellement envahissante que même ça se ressent plus, en fait. Vous voyez dans la pratique contemplative à quel point on apprend à être ancré dans nos sensations corporelles. C'est pas pour rien, parce que dans les sensations corporelles, on rentre dans l'empathie, on est relié aux autres. Dans des souffrances vraiment aiguës, mais aiguës bien, les souffrances extrêmes, dans les angoisses paroxystiques, c'est tellement envahissant qu'il n'y a plus, cette empathie ne peut plus se manifester, donc il y a vraiment un sentiment d'être coupé du monde, même si ça n'est pas mentalisé, puisque tout l'esprit est envahi par cette souffrance, et la seule pensée qui vient, c'est stop. Donc ça n'est pas un acte, dans la grande majorité des cas, qui est là
pour faire souffrir l'autre, ça va avoir cette conséquence, c'est-à-dire que la souffrance qui n'a pas été accueillie et digérée par la personne va d'un seul coup exploser et comme une pluie de souffrance sur l'ensemble de l'entourage. Parce que cette énergie doit être accueillie. Et tout le monde peut avancer. Ça, c'est vraiment important. Tout le monde peut avancer. Il faut pouvoir parier sur cette bonté que l'on a, sur ces sagesses que l'on a, et que l'on peut se remettre de toute souffrance. Il y en a des plus douloureuses et des plus difficiles que d'autres, notamment celle de perdre un enfant. Voilà, en ce moment, j'accompagne plusieurs parents qui sont dans cette situation-là. Il faut vraiment partir du principe que ça va durer longtemps. Mais il y a des parents qui ont réussi à se sortir de là. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est possible. Et ça, c'est important de le savoir, que c'est possible. Alors, est-ce que le fait de revoir une personne que l'on a pardonnée à 100% depuis des années permettrait de déclencher davantage de pardon en nous? Que l'on n'a pas pardonné à 100%, pardon, depuis des années permettrait de déclencher davantage de pardon en nous. Je me sens parfois comme bloquée, en voie de garage, et mon corps somatise. Oui. Alors, il y a rencontrer et rencontrer. D'abord, dans la rancune, tout se fige, comme si le temps s'était arrêté. Remarquez que, voilà, quand on en veut à quelqu'un, on reste un peu sur nos idées, nos opinions sur la personne, alors que si on regarde nous avec nous-mêmes, on évolue, on n'est pas les mêmes. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, heureusement d'ailleurs. Et c'est ce qui permet aussi à ce qu'on évolue, à ce qu'on puisse se bonifier aussi avec le temps, relâcher, mieux comprendre. Voilà, le processus d'apprentissage, il part de là, il part d'une réalité que tout bouge à chaque instant, et notre construction identitaire aussi. Donc le fait d'accepter de rencontrer la personne peut permettre de mettre à jour en fait, et de lâcher prise sur un certain nombre de choses. Ceci dit, cette intelligence-là ne va pouvoir se manifester que si on y est prêt. Et on peut avoir beaucoup de crainte en fait à retrouver la personne. Parce que retrouver la personne, c'est faire face aussi à tout ce que l'on rejette. Et quand cela est possible, imaginons, j'avais eu ce cas à un moment donné au cabinet, quelqu'un qui, voilà, il y avait une cousinade, alors donc réunion de toute la famille, et dans le lot, il y avait vraiment la personne comme une bête noire, et avec toute la fébrilité que cela peut constituer d'imaginer rentrer dans cette fête qui normalement est censée être joyeuse, mais avec ce focus sur cette éventualité de croiser cette personne. Bah, déjà de juste sentir que pour nous c'est pas complètement ok, que ça pourrait être une voie effectivement de libération, de mise à jour, mais qu'en même temps on est très fébrile à l'idée de rentrer dans cette situation-là. Et s'autoriser à chaque instant à reculer, plutôt que de se forcer. On y va tout doucement, on apprivoise la situation. Et souvent quand on fait cela et qu'on accepte par exemple l'invitation et au début on fuit un peu la personne, on la scrute de loin comme ça, et puis ou des fois même on essaye de poser son attention sur autre chose, sur d'autres personnes, d'autres conversations, et puis petit à petit la rencontre peut se faire. Mais si à chaque instant on a aussi cette opportunité de sortir et de partir, de remettre de la distance ou voilà, ça peut être un moyen habile. Et il y en a un autre de moyen habile qui est en méditation, en fait, de convoquer la personne.
c'est-à-dire d'imaginer qu'elle est en face de nous. Et c'est une méditation que l'on fera, je crois, la semaine prochaine. Convoquer, donc voilà, de bien garder ça en tête, ça pourra être l'occasion, je guiderai de cette façon, voilà, pour se relier avec les personnes avec qui ça passe pas, ou ça ne passe plus. L'empathie est très importante, oui. On est tous empathiques, mais il faut bien remarquer qu'il y a des circonstances qui ne facilitent pas l'empathie. Chaque fois qu'on est pris, débordé par des émotions névrotiques, disharmonieuses, ça va altérer l'empathie. Il peut y avoir aussi des fragilités cognitives, neurologiques, euh, qui vont faire que l'empathie va être réduite ou bien disharmonieuse, c'est-à-dire on le voit chez les personnes qui ont des troubles autistiques, une empathie disharmonieuse, c'est-à-dire qu'elles sont très poreuses à l'environnement, mais il n'y a comme pas de filtre en fait pour un certain nombre de sens, pas forcément tous les sens, mais voilà, par exemple les bruits, pour certaines personnes autistes, le bruit est comme hyper envahissant, hyper violent en fait, comme un viol, perçu comme tel. J'ai travaillé aussi dans des foyers d'adultes handicapés mentaux et on avait quelques personnes voilà, qui souffraient de troubles autistiques. Bon, c'était mélangé avec différentes choses. Et ils avaient vraiment un schéma corporel très disharmonieux. Donc ça, au niveau de l'empathie, ça va être compliqué. C'est autant dans les pratiques de méditation, on va pratiquer, en tout cas dans la lignée dans laquelle on est inscrit, on va beaucoup pratiquer l'ouverture, mais ça suppose d'avoir un très bon schéma corporel. Puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas ce schéma corporel vraiment sain, qui est partiel, et en fait avec des sensations, là en l'occurrence je pense à quelqu'un qui avait une sensation de trou en fait dans la tête. Bon, bien, en fait là, il fallait d'abord, comment dire, faire en sorte de favoriser un schéma corporel, euh, des stimulations en fait sensorielles pour mieux appréhender le dedans et le dehors, pour ensuite entrer dans une empathie et pouvoir accepter de se laisser traverser par certaines émotions. Sinon, c'est vécu comme un danger. Et ce sont des états que l'on peut tous traverser par quelques moments. Des fois, si on prend quelques médicaments ou qu'on est fatigué ou qu'on est malade, des fois on a des sensations très très bizarres. Ça arrive très souvent aussi dans la méditation pour ceux qui ont des pratiques intenses. Dans les moments de décharge, il peut y avoir énormément de manifestations bizarres et pas toujours très agréables, et qui permettent vraiment de faire le lien avec ce que pourraient ressentir certaines personnes dans leur quotidien sans cesse en fait. Donc forcément, ça va avoir des effets après au niveau comportemental. On a du mal à imaginer que l'autre puisse vivre des choses aussi bizarres et du coup ça explique des interactions pénibles.